Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nation qui lit, s'instruit, s'éduque est une nation qui gagne. La citation est de Nelson Mandela. Elle met l'accent sur l'importance de l'éducation, mais aussi de la lecture dans le développement d'un pays. La lecture, une oasis dans le désert de la vie quotidienne, offrant un refuge où l'esprit peut s'abreuver à la source intarissable des mots, se nourrir de connaissances et s'épanouir dans l'imaginaire, selon cet autre auteur. Donner le goût de la lecture et de l'écriture à la jeunesse malienne, c'est l'objectif qui s'est fixé le club de lecture Calamblon, un pari pas gagné d'avance dans un pays à tradition orale où le livre peine à se faire toute la place qu'il mérite dans le quotidien des populations. La problématique de la lecture au Mali, nous en parlons ce soir à la lumière de l'expérience de Calamblon. Mamadou Issa Samake, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant vacataire, vous travaillez dans les établissements privés d'enseignement secondaire général et professionnel. Vous êtes le président du club de lecture Calamblon. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être votre invité. Alors, vous avez fait des études en technique de commercialisation, en finance comptabilité. Ce n'est pas un profil, on va dire, tout à fait littéraire. D'où vous vient ce goût prononcé pour la lecture et l'écriture? Merci beaucoup, merci surtout de l'invitation. Comme vous l'avez si bien dit, quelqu'un qui fait la comptabilité, ce n'est pas un profil pour être écrivain, mais comme on le dit, un bon scientifique aussi est un bon littéraire, on a l'habitude de le dire. Le goût de l'écriture, je dirais d'abord, c'est un rêve d'enfant parce que quand on était tout petit, quand on était à l'école primaire, notamment en 6e, 5e, on faisait des récitations et à la fin, on donnait le nom de l'auteur. Parfois, on nous apprenait que l'auteur est décédé il y a longtemps. Mais nous, on continue à exploiter ses œuvres à parler de lui. Donc, je me suis dit que quand on écrit, quand on laisse quelque chose derrière soi, peut-être qu'on ne meurt pas totalement. Donc, je me suis fixé comme objectif d'écrire un livre un jour. Mais qu'écrire, écrire sur quoi, je n'étais pas fixé. Mais avec le temps, j'ai fini par trouver sur quoi écrire. Alors, écrire sur quoi, on va en parler, mais en tant qu'auteur, vous avez déjà à votre actif un certain nombre d'ouvrages. Parlez-nous un peu de votre bibliographie. Ma première publication, ça c'est ma meilleure université. C'est un livre qui parle de l'enseignement supérieur au Mali, parce que j'interviens dans les écoles, notamment avec les classes de terminale, et parfois quand je pose la question aux élèves, quelle université ils comptent faire après le baccalauréat, il y a beaucoup qui n'ont pas de réponse claire. Ils ont même du mal à donner les noms des différentes universités publiques au Mali. Et je me suis dit que ça, c'était un problème qui mérite d'être résolu. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire sur les universités publiques et privées au Mali. C'est un livre qui parle des différentes universités publiques avec les filières de formation, les différents diplômes délivrés, les conditions d'accès. C'est à la même occasion, ça parle du système LMD, des problèmes de l'enseignement supérieur au Mali et propose quelques solutions à ces problèmes. Question de guider un peu les nouveaux bacheliers justement, dans le choix du cursus. ça a été d'ailleurs reconnu dans ce sens par le ministère de l'Éducation nationale comme étant un guide d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Ça, c'est la première publication. Le second, ça, c'est les dilemmes quand la médecine moderne et la géomancie se prononcent qu'est décidé. C'est un livre qui met en lumière la problématique de la santé au Mali, notamment dans les zones rurales. Un roman qui est inspiré d'une histoire vraie, mais en gros, ça parle surtout des problèmes auxquels nos hôpitaux sont confrontés. Aussi, les problèmes liés à la question sanitaire dans les milieux ruraux, parce que vous savez que dans les villages, parfois, avoir des structures de santé dignes de ce nom, c'est pas facile. Donc, les livres parlent un peu de cela. L'avant-dernière publication, ça, c'est Les Grains d'évier. Un livre qui parle aussi des conséquences du changement climatique. Je me souviens bien, quand on retourne en arrière de 20 ans, l'hivernage, ça commençait déjà à partir du mois de mai. Mais de nos jours, c'est presque début juillet. Donc, on assiste à un recul de l'hivernage et ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie au village. Donc, le livre parle de ça, les changements climatiques et ses conséquences, l'exode rural, les traditions, les fêtes, la problématique aussi liée à la question de santé, aussi d'éducation également. Donc, le livre aborde toutes ces questions. La dernière publication, ça, c'est un livre biographique. M. Drissa Koulibaly est un homme au service de Sanamele du Mali. C'est un livre qui met en lumière les réalisations d'un homme
pour son village afin que cela puisse servir d'exemple aux nombreuses personnes qui ont quitté les villages, qui ont réussi, mais qui ne font pas d'investissement. Donc c'est une sorte d'appel à toutes ces personnes-là qui ont quitté les milieux ruraux d'investir dans leur village et de se rendre compte que l'État ne fait pas tout, mais quand les ressortissants du village se mettent ensemble, ils peuvent faire quelque chose pour les villages. En tant que jeune écrivain, on va dire, est-ce que vous direz que c'est facile d'écrire, par exemple, au Mali, de se faire éditer, de se faire publier, de faire la promotion de son livre? Est-ce que c'est facile? Je dirais que c'est plus facile d'écrire, un peu de se faire publier, mais c'est très difficile de faire sa promotion. Dans un pays où la lecture n'est pas aussi n'est pas la tasse d'été de la plupart des Maliens, ce n'est pas facile. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de maisons d'édition. Nous sommes à peu près à près de 100 maisons d'édition, des maisons d'édition qui sont reconnues, même si elles ne sont pas toutes opérationnelles. Mais la plupart sont opérationnelles et ce qui facilite un peu l'édition. Parce que quand plus les maisons sont nombreuses, plus on a des multiples choix s'offrent à nous. Donc, les jeunes ont se lancent dans l'écriture, les jeunes ont des textes. L'édition, quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas quelqu'un pour nous accompagner, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est encore beaucoup plus compliqué, ça c'est après la publication. La promotion des livres, c'est un problème. L'écoulement, la commercialisation, c'est tout un problème auquel vraiment les jeunes écrivains sont confrontés. Et je dirais que c'est plus facile au Mali d'écrire, un peu moins de se faire éditer, mais c'est beaucoup plus dur vraiment de faire écouler les produits de son livre. Nous sommes dans un pays où on ne lit pas beaucoup, vous l'avez dit, nous sommes des Africains. Hein. L'Afrique est un continent d'oralité et quelqu'un disait de façon assez ironique quand même que si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, il faut le mettre dans un livre. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? C'est assez relatif parce que à côté de cette multitude de gens qui ne lisent pas beaucoup, il y a aussi d'autres qui lisent. Il y a beaucoup de gens qui lisent. C'est pourquoi il y a des clubs de lecture qui se créent un peu partout. Il y a des activités, d'autres activités de promotion des livres. Il y a des gens qui lisent. Je dirais que cette citation n'est plus d'actualité. C'est vrai, même si ce n'est pas tel qu'on le souhaitait, mais il y a de plus en plus de gens qui se mettent à lire, même si ce n'est pas la majorité. Donc, je crois que de nos jours, si on cache quelque chose dans les livres, on va le découvrir. On va le découvrir. Alors, de clubs de lecture, on va bien évidemment parler avec l'exemple de Kalamblo, mais en fait, ce manque d'engouement pour de la plupart de nos compatriotes, disons des Africains, on va dire en général, pour la lecture, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur nos sociétés? La conséquence, la première des conséquences, ça c'est le manque de niveau. Tout le monde, les gens ne cessent de décrire la baisse du niveau de l'école malienne. Moi, je crois qu'en grande partie, c'est lié aussi au fait que les gens ne lisent pas. Parce que la lecture, c'était un moyen d'apprentissage, c'était un moyen d'enrichissement intellectuel. Et quand on ne lit pas et qu'on se contente à ce qu'on nous enseigne entre les quatre murs de l'école et que même ce qu'on nous enseigne là-bas n'est pas assimilé, n'est pas compris, ça devient un problème. Donc la première des conséquences, c'est la baisse du niveau des élèves. Et quand on parle de la baisse du niveau des élèves, donc on va parler forcément de l'impact sur la qualité des ressources humaines. On dit que la jeunesse est l'avenir du pays et si les jeunes ne sont pas à la hauteur, si les jeunes sont médiocres, forcément cela va avoir de l'impact sur les ressources humaines du pays. Les gens qui sont censés être les responsables de demain, ça va avoir un impact sur la qualité des ressources humaines. Nous sommes dans un pays où parfois les gens sont facilement manipulables. Mais quelqu'un qui a, comme on le dit entre guillemets, qui a sa tête sur ses épaules, qui sait réfléchir, on sait que cette personne-là n'est pas sujet à des manipulations faciles. Donc, l'impact de la non-lecture
sur les jeunes, ça peut aussi avoir comme conséquence le fait qu'ils suivent facilement des idées sans prendre le temps de réfléchir, de développer leur propre analyse, de développer leur propre réflexion sur des questions importantes, surtout des questions importantes liées à la vie de la nation. Ce qui peut être évidemment dangereux. Mais si on ne lit pas finalement beaucoup dans notre société, la faute à qui? Les parents, l'école, les autorités, la faute à qui? Je crois que chacun a sa responsabilité. Je crois que c'est d'ailleurs lié, je dirais, à peu près 4 facteurs. D'abord, on a l'environnement socio-culturel. Nous grandissons dans un milieu où la lecture n'est pas vraiment intégrée dans l'habitude des parents. Et quand les parents ne lisent, imaginez que dans une famille où le papa prend la peine de lire tout le temps, ne serait-ce que les journaux, où il y a des livres qui circulent un peu partout, les enfants par curiosité vont commencer à ouvrir les livres, ne serait-ce que pour regarder les images, et petit à petit ils vont se mettre à lire. Mais pratiquement, si vous prenez la plupart de nos familles, les enfants grandissent sans même voir une seule fois leurs parents en train de lire. Donc quand on grandit dans un milieu de ce genre, on va penser que la lecture n'a pas d'importance. Il y a papa qui travaille, il y a maman qui travaille, mais ils ne lisent pas. Donc on peut penser qu'on peut avoir un travail, on peut réussir sa vie sans prendre la peine de lire. Aussi la société également, parce que la lecture a besoin de calme. Les gens doivent prendre peut-être le temps de s'isoler un peu pour lire, mais notre société n'est pas favorable à cela. Vous êtes dans une famille où il y a beaucoup de monde, où les gens font du bruit. Quand il y a là, les jeunes se réunissent entre eux pour faire les grains. Et quand une personne est isolée, même, ne serait-ce même pour lire, parfois les gens ont tendance à lui coller l'étiquette d'un homme solitaire, d'un homme qui n'aime pas les gens. Donc ça, c'est l'un des facteurs qui constitue un impact pour la promotion de la lecture. L'autre, ça, c'est l'inaccessibilité des livres en termes de distance, mais aussi en termes de prix également. J'ai mis d'abord tout à l'heure le coût des livres. Il y a certains livres qui coûtent cher. Et pour une jeunesse qui n'apprécie pas beaucoup la lecture, si encore les livres doivent coûter cher, donc cela peut constituer un frein à la lecture. La distance, on voit qu'il n'y a pas assez de bibliothèques au Mali, il n'y a pas assez de coins de lecture. L'insuffisance des coins de lecture peut être aussi un frein. Imaginez que pratiquement dans tous les quartiers, il y a un coin de lecture. Donc ça peut peut-être encourager les gens à partir, à aller lire. Mais il faut peut-être même traverser la rue, quitter la rue droite pour la rue gauche pour venir à la Bibliothèque nationale pour lire. Parfois, les gens peuvent être découragés. Donc, il y a l'inaccessibilité des livres en termes de coût, en termes de distance. Il y a également les faibles niveaux aussi des apprenants. Parce que quand on lit quelque chose qu'on ne comprend pas, parfois ça n'encourage pas. Donc, de nos jours, les apprenants n'ont pas assez de niveau. Parfois, quand ils tombent sur des livres qu'ils ne comprennent pas, parfois ils peuvent être découragés. Ça peut les décourager. Donc, c'est vrai, on peut penser que c'est parce que les gens ne lisent pas qu'ils n'ont pas de niveau. Mais quand on n'a pas de niveau aussi, c'est difficile aussi de lire également. Donc, ça, c'est aussi, cela constitue aussi un frein. Mais il y a aussi les réseaux sociaux également. De nos jours, les réseaux sociaux sont beaucoup plus distractifs que constructifs. La plupart des jeunes passent le plus clair de leur temps sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que juste pour se distraire, juste pour regarder des petites vidéos. Mais rares sont ceux qui l'utilisent pour s'instruire, pour regarder peut-être pour suivre des formations, pour lire, pour faire des recherches. Rares sont ceux qui utilisent de nos jours les réseaux sociaux dans ce sens. Pratiquement tout le monde est dans la distraction, et ça, ce qui peut vraiment constituer un frein à la lecture. Peut-être si on n'a pas de téléphone, on n'a pas de réseau, une fois qu'on s'ennuie, on peut peut-être être tenté d'ouvrir un livre pour le lire. Mais si on est constamment avec son téléphone, c'est un peu difficile. Donc ça, c'est entre autres freins à la lecture, vraiment qui méritent d'être solutionné. Mais dans ce contexte, vous voulez quand même inciter les jeunes à lire, amener les jeunes à la lecture, mais à vous entendre, on a l'impression que c'est un pari qui est perdu d'avance. On doit rester optimiste. Ce n'est pas un pari perdu d'avance. Comme je l'ai dit, il y a vraiment des initiatives qui sont à encourager. Je le disais tantôt, il y a il y a des clubs de lecture qui se créent un peu partout au Mali, ce qui est une initiative à s'allier.
À côté de cela aussi, il y a des initiatives individuelles, il y a des grands rendez-vous littéraires, il y a les salons du livre de Ségou, les salons du livre de Bamako Saliba, il y a la rentrée littéraire du Mali, même si c'est des activités qui ne sont pas d'envergure nationale, comme on aimerait, on les souhaiterait, mais c'est des activités parfois qui n'existaient pas si on retourne 20 ans en arrière. Donc, mais maintenant, c'est là. Donc, des initiatives de ce genre, ça peut vraiment motiver les jeunes à intégrer les clubs de lecture, à fréquenter les bibliothèques. J'avoue que c'est un pari difficile, mais ce n'est pas perdu d'avance. D'accord. De club de lecture, parlons donc. Vous êtes le président du club de lecture Kalamlong. Il a vu le jour, si je ne m'abuse, il y a 5 ans. Dites-nous d'abord de quoi il s'agit. C'est quoi un club de lecture? Un club de lecture, surtout comme les nôtres, c'est une organisation composée de professionnels, d'étudiants, d'élèves qui se battent pour la promotion de la lecture, principalement. Donc, par ricochet aussi pour la promotion de l'écriture. Kalamlong, comme vous l'avez si bien dit, c'est un club qui est créé il y a 5 ans, notamment le 20 novembre 2020. Notre activité principale qui, pour nous, pourrait peut-être motiver les jeunes à lire ça, ce sont des rencontres littéraires hebdomadaires. On organise des cafés littéraires qui consistent à faire des restitutions de livres. À la suite de ces restitutions, on tient des discussions sur les différentes thématiques abordées par les livres. Parfois, le livre est tellement intéressant que ceux qui sont à la rencontre promettent de tout faire pour lire le livre en intégralité. Donc ça, c'est vraiment un moyen pour nous de faire la promotion de la lecture. Mais au-delà de ça aussi, c'est un véritable centre de formation également en termes de prise de parole en public. Parce que chaque participant a droit à la parole s'il le souhaite. Vous savez, ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes de prendre la parole devant le public. Maintenant, on essaie de familiariser les élèves, les étudiants à la prise de parole en public en leur donnant la parole, en essayant vraiment de les rassurer que nous sommes entre nous et qu'ils n'ont aucune crainte à avoir, surtout que le nom du club Kalamlong est vestibule d'apprentissage qui voudrait que chaque participant qui vient à la rencontre apprenne quelque chose et surtout puisse en sortir heureux et grandi. Donc ça, c'est un peu le fonctionnement du club, des rencontres hebdomadaires, mais au-delà de ça aussi, on organise des formations quand le besoin se fait sentir. On organise des formations en technique d'exposer des livres, des formations aussi en débat contradictoire, parce qu'il nous arrive parfois de tenir des débats contradictoires, histoire vraiment de performer la capacité d'argumentation des uns et des autres. Donc ça, c'est entre autres activités que nous faisons en dehors de nos rencontres hebdomadaires. Mais l'activité phare sur tout ça, c'est nos rencontres hebdomadaires qui ont lieu tous les vendredis après-midi. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des auteurs, des écrivains pour parler de leur ouvrage? Justement, c'est quand on n'a pas la possibilité d'avoir l'auteur avec nous qu'on tient la rencontre sans l'auteur. Sinon, l'idée même ça, c'est d'inviter l'auteur et que la rencontre se tienne en sa présence, parce que quand on lit un livre, il y a des passages sur lesquels on voudrait directement adresser des questions à l'auteur. On invite des auteurs. Nous avons notamment reçu dans le passé Moussa Mara sur son livre Pour un Mali meilleur, Hussein Amion Guido sur les Pelsan Tourpo, Cheikh Mar Sissoko sur son livre Lettres adressées à la jeunesse malienne. Donc il y a autant d'auteurs maliens surtout, surtout des jeunes auteurs aussi qu'on a reçus au sein du club pour parler de leurs œuvres. Le public cible, c'est quoi? Ce sont les étudiants? Public cible, c'est tout le monde. Parce que l'idée, ça, c'est de faire la promotion de la lecture de façon générale, mais particulièrement au sein de la couche juvénile. Parce que comme on a l'habitude, les jeunes sont l'avenir du pays. Quand les jeunes sont attirés par la lecture et qu'ils lisent, les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain. Donc, si on s'adresse peut-être à la jeunesse, ça c'est beaucoup plus impactant. Donc, tout le monde est visé par le club, mais principalement la couche juvénile, les étudiants, les élèves, ce sont les principales cibles visées. Est-ce que vous arrivez quand même à susciter un certain engouement, une certaine mobilisation autour de ces séances de lecture et autres événements que vous organisez? Est-ce que vous sentez en la jeunesse une envie vraiment de venir vers le livre? Pas tel qu'on aimerait, tel qu'on le souhaite, mais en tout cas, il y a des jeunes qui sont attirés.
Surtout quand on reçoit l'auteur même en personne, il y a beaucoup de mobilisation, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et même quand on tient des rencontres sans les auteurs, il y a du monde qui viennent. Mais comme on le dit, pour une organisation qui veut promouvoir la lecture au sein de la couche juvénile, on aimerait remplir peut-être une salle de 1000 personnes, chose qui n'est pas notre cas. Il y a du monde, les gens sont intéressés. Chaque jour, on reçoit, à chaque rencontre, on reçoit des nouvelles adhérents qui nous appellent, qui nous parlent vraiment de l'intérêt qu'ils ont pour les clubs. On les reçoit, on les explique les conditions d'adhésion, ils intègrent les clubs, mais on aimerait faire plus que ça. D'autant plus que la jeunesse malienne, c'est plus de la moitié de la population. Plus de 49% ont moins de 15 ans. Si on essaie de remonter un peu dans la pyramide, il y aura plus de la moitié qui aura moins de 25 ans. Donc autant dire que nous aimerions encore attirer plus du monde. Mais comme vous l'avez si bien dit, nous restons toujours optimistes. Mais vous avez parlé de conditions d'adhésion. C'est quoi les conditions d'adhésion? D'abord, les Calamblons, la participation aux rencontres est libre et gratuite. Maintenant, si on veut être membre effectif du club et avoir bénéficier de certains avantages comme étant membre du club, donc c'est conditionné au paiement des droits d'adhésion et aussi des cotisations mensuelles. Il y a une cotisation mensuelle forfaitaire de 500 francs par mois. Il y a les droits d'adhésion, ça c'est 2000 francs. C'est une association à but non lucratif, mais ça sert au fonctionnement du club parce que toute organisation a besoin de fonctionner. Quand nous avons besoin des livres, quand nous recevons des invités, quand nous avons des activités importantes qui nécessitent qu'on appelle les médias, dont les fonds de l'organisation servent à cela. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé de participer à ces grands événements dont vous avez parlé, rentrée littéraire, salon du livre? Est-ce que vous avez une participation à ces grands événements quand même? Calamblon participe à tous les grands rendez-vous littéraires du Mali. Il n'y a pas une activité littéraire qui se passe au Mali sans que Calamblon ne soit invité, que ce soit la rentrée littéraire. Moi, j'ai particulièrement participé à la rentrée littéraire en tant qu'écrivain invité, mais au-delà aussi les clubs invités, les salons des livres de Bamako, nous sommes invités. Pratiquement, il y a pas d'activité littéraire qui s'organise au Mali sans que Calamblon ne soit invité. Chaque semaine, d'ailleurs, on reçoit des invitations de participation à différentes activités par-ci et là. Et Calamblon est pleinement impliqué dans les activités littéraires au Mali. Mais quel bilan, j'allais dire, vous faites du parcours aujourd'hui de Calamblon depuis sa création? Le bilan de Calamblon, c'est un bilan satisfaisant parce que nous avons au moins plus de 500 personnes qui ont au moins fait un passage à Calamblon. Les participations ne sont pas régulières. Il y en a qui peuvent partir assister à la rencontre une fois, 2 fois. Après, peut-être pour des obligations professionnelles, ils peuvent s'absenter pendant des longs mois. Mais au moins, il y a plus de 500 personnes qui ont au moins assisté à une rencontre de Calamblon. Et nous avons beaucoup de membres qui ont avoué que c'était leur première fois de présenter un livre devant le public. Donc, il y a plus d'une dizaine de personnes qui avouent avoir exposé pour la première fois un livre devant le public à Calamblon. Et grâce à Calamblon aussi, il y a des gens qui ont leur licence, qui n'avaient jamais lu un seul livre en entier, mais grâce à Calamblon aussi, qui se sont mis à lire et qui sont déjà à des dizaines de livres entièrement lus. Donc l'impact de Calamblon, ça s'est fait ressentir au sein de la jeunesse, tout comme d'ailleurs l'impact des autres clubs de lecture. Mais comme je vous l'ai si bien dit, nous aimerions quand même faire plus que ça. En termes de perspectives immédiates, qu'est-ce que vous prévoyez? Peut-être en 2025, peut-être au-delà? Perspective, surtout ça, c'est l'installation des représentations de Calamblon dans les différentes capitales régionales du Mali. Actuellement, nous sommes uniquement à Bamako, mais le Mali ne se limite pas à Bamako. Il y a les différentes capitales régionales. Nous sommes en contact avec quelques étudiants, quelques jeunes, dans la perspective de mettre en place un club Calamblon
au sein des différentes universités, des différentes structures d'enseignement au Mali, notamment les lycées, les écoles professionnelles. Il y a l'université de Ségou. Nous sommes en contact avec les jeunes à travers le Mali dans la perspective de mettre en place, d'étendre Kalamblon sur toute l'étendue du territoire national. Alors, parmi les obstacles à la promotion de la lecture au Mali, vous avez cité quand même les réseaux sociaux qui attirent beaucoup les jeunes qui sont occupés sur ces réseaux, pas de manière forcément très utile. Est-ce que vous réfléchissez peut-être à mettre ces outils modernes au service un peu de la lecture? Est-ce que c'est conciliable? Est-ce que c'est envisagé chez vous? Oui, peut-être ce qu'on déplore un peu, ça c'est le cas de la majorité. Sinon, je dirais que ces outils-là aussi sont exploités à bon escient. Notamment, il arrive parfois que quand on a une rencontre littéraire, que les livres soient disponibles en format PDF et on les partage à l'ensemble des membres du groupe via les réseaux sociaux. Donc cela permet aux participants à la rencontre de prendre connaissance du contenu du document, de mieux se préparer pour faire des contributions, pour éventuellement poser des questions parce qu'ils ont reçu le livre à l'avance et qu'ils nous ont exploité. Donc ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. De nos jours, nous avons des livres en format audio qu'on peut télécharger sur des plateformes numériques. Nous avons des livres aussi en format, nous avons des exposés, des résumés de livres en format vidéo qu'on peut regarder. Donc tout ça, ce sont vraiment les avantages des réseaux sociaux. Mais peut-être de façon majoritaire, nous voyons que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ce genre de choses, ne se tournent pas vers ça. Donc peut-être les défis seraient de faire en sorte que la majorité des jeunes puissent prendre conscience de l'importance de la lecture pour leur formation, pour leur avenir et éventuellement intégrer ces réseaux sociaux dans leur quotidien dans le but d'apprendre et non pas de se distraire. Vous êtes donc un club de lecture comme il en existe bien d'autres. Avez-vous des liens avec les autres clubs de lecture ou d'autres structures pour une synergie d'action, on va dire, en faveur de la promotion du livre, de la lecture et de l'écriture? Il y a un contact permanent entre Kalamblon et les autres clubs de lecture. Il y a le club des lecteurs du Mali. Il y a l'association des jeunes lecteurs du Mali, AJLM. Il y a les jeunes esprits de la littérature malienne. Il y a plusieurs autres organisations qui existent. Il y a d'ailleurs eu des prises de contact dans l'espoir de former une fédération des associations et clubs de promotion des lecteurs au Mali. Les rencontres sont toujours en cours. Donc, mais autant dire que nous sommes permanemment en contact avec tous les autres clubs et associations de lecteurs et il n'y a pas d'activité qui se tienne sans qu'on s'informe, sans qu'on s'invite. La finalité globale de cette action donc, que vous menez ensemble, c'est bien évidemment le grand public, l'ensemble des Maliens. Le Mali, une nation qui lit, c'est possible? Cela passe par quoi? Et le Mali, une nation qui lit, c'est possible et cela passe par différentes initiatives. Nous avons évoqué le rôle des clubs et associations de promotion de lecture. Il faut peut-être multiplier ces initiatives. Vous avez aussi des initiatives personnelles de promotion de lire, mais au-delà de ça aussi, je crois que les autorités doivent organiser un concours national de lecture qui puisse se tenir sur toute l'étendue du territoire. Moi, je crois qu'il y a un concours de ce genre où les lauréats seront primés comme il le faut. Ça pourrait motiver les jeunes à accorder plus d'importance à la lecture. Mais au-delà de ça aussi, moi, je dirais que personnellement, il faut qu'on essaie d'intégrer la lecture dans les programmes de l'enseignement secondaire et supérieur au Mali. Je m'explique parce que la lecture au niveau fondamental, ça c'est l'initiation à la lecture. Comment lire, mais généralement les élèves ne lisent pas pour chercher à comprendre ce qu'ils lisent. C'est juste la formation, l'initiation à la lecture. Mais au niveau de l'enseignement secondaire, déjà, on doit essayer vraiment de pousser les élèves à lire. Imaginez quand vous avez des candidats au baccalauréat, les candidats aux différents examens. Les élèves sont concentrés, ils se préparent, il y en a qui intègrent des cours privés pour ceux qui ont un peu de moyens. Il y en a qui se mettent en groupe d'exercice
pour s'exercer. Tout ça pourquoi? Pour avoir leur diplôme. Donc on a tendance à prioriser les diplômes sur la connaissance. Chacun fait tout pour avoir pour réussir à l'examen. Et si on essaie de conditionner l'obtention des diplômes à la lecture, par exemple, quand nous prenons le baccalauréat, par exemple, on peut au début de chaque année, de chaque rentrée scolaire, donner la liste des 3 livres à lire. Et parmi ces 3 livres qui seront lus par les élèves, on va essayer d'en sélectionner un qui va venir en examen. On va demander aux élèves de faire le résumé du livre qui sera sélectionné. Maintenant, entre-temps, au niveau des classes intermédiaires, la 10e, la 11e, première, deuxième année pour les écoles professionnelles, on aura initié les élèves aux techniques de restitution, des résumés des livres. Maintenant, en terminale, on leur donne juste seulement la liste des 3 livres qui sont assez accessibles. On les laisse vraiment faire des recherches sur la lecture de ces livres-là. Et à l'approche à l'examen, on sélectionne un livre et on demande aux candidats de faire les résumés de ces livres-là. Moi, je crois qu'avec ça, beaucoup de gens qui se soucient de leur réussite au baccalauréat seront tentés de se tourner vont chercher ces livres-là pour les lire. Je suis sûr que les parents de là aussi, qui veulent aussi la réussite de leur enfant, vont s'y mettre. Et comme ça, au lieu que nous appelons tout le temps les élèves à venir lire, ils vont eux-mêmes se tourner vers la lecture parce que leur réussite en dépend. C'est quand même vraiment regrettable que nous avons au Mali ici des gens qui terminent leurs études, qui décrochent leur diplôme de licence et qui avouent n'avoir jamais lu intégralement un livre. Ça, c'est déplorable. Moi, je crois qu'il est grand temps qu'on essaie vraiment de conditionner l'obtention des diplômes à la lecture d'un certain nombre d'ouvrages. Et je suis sûr que si nous mettons en place un mécanisme, un système pour intégrer cela dans notre programme d'enseignement secondaire et supérieur, les gens vont davantage s'intéresser à la lecture. Mais est-ce que les clubs de lecture ont un lien avec des relations quand même avec les autorités en charge de l'éducation? Personnellement, Kalamblo n'a pas pris de contact avec le ministère de l'Éducation, mais je crois qu'il y a un très grand projet qui est en cours, qui est la politique nationale du livre de la lecture, qui est un document élaboré par les ministères en collaboration avec les différentes organisations de la chaîne du livre. Donc c'est un projet qui est en cours depuis le temps des ministres Andogoli. Nous espérons que ce projet-là va aboutir parce que dans ce programme, beaucoup de choses sont prises en compte qui puissent favoriser la promotion de la lecture. Donc, nous ne sommes pas directement en contact avec les ministères, mais à travers ces documents déjà, je dirais que nous constituons des acteurs clés pour la promotion du livre. Alors, nous souhaitons bon vent à Kalamblo, M. Samaki. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.